Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour, on a rendez-vous avec la conservation, mais aussi avec Frédéric Ndida du Cameroun, qui fait plein de choses, notamment de la recherche dans le domaine de la zoomusicothérapie. Alors bonjour Frédéric, peux-tu te présenter rapidement, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Bonjour Madeleine, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Frédéric Bidambida du Cameroun, originaire, à la base médecin vétérinaire, spécialisé en écologie et conservation de la faune. Et je mène actuellement des travaux sur le bien-être de la faune, notamment en zoomusicothérapie pour les animaux sauvages en captivité. Bon, de manière pratique, sur le terrain, je travaille avec l'organisme national HAC, Health and Conservation, où je suis coordonnateur général. Merci. Et donc, tu fais, avant de continuer dans la zoomusicothérapie, tu fais ton engagement pour la conservation et quand même couvre de nombreux domaines. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais? Oui, mon engagement dans la conservation, justement, c'est vrai que c'est une passion depuis l'enfance quand même. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'activités, notamment des activités bénévoles, notamment avec le Papaco, dans le programme ambassadeur et dans le programme Youth Conservation. De même, avec Health and Conservation, nous menons des actions sur le terrain, principalement en termes d'éducation environnementale, d'éducation sanitaire, de soins sanitaires aux animaux en captivité, aux animaux sauvages, et surtout de recherche dont nous faisons dans l'accompagnement des étudiants, nous faisons dans les séminaires, l'objectif étant justement de stimuler et de faire grandir en fait le désir de conservation et la gestion durable chez les étudiants et les jeunes scolarisés, principalement. Donc, tu fais vraiment plein de choses dans le domaine professionnel, dans les engagements personnels aussi. On va aller un peu plus loin dans tes travaux de recherche dans le domaine de la zoomusicothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, où en sont les recherches et pourquoi surtout, à quoi ça sert et pourquoi se concentrer sur ce domaine-là? Oui, bon, déjà, la zoomusicothérapie, c'est tout simplement de la musicothérapie appliquée aux animaux. C'est vrai que au Cameroun, principalement, c'est un domaine qui n'est pas encore exploré quasiment, que ce soit que ce soit chez les humains ou chez les animaux. Je dirais pire encore chez les animaux. Alors, la musicothérapie ayant ses différentes modalités passives-actives, nous, dans le contexte de zoomusicothérapie, on essaye justement d'exploiter les avantages ou alors les bienfaits de la musique sur le stress pour pouvoir améliorer l'état de bien-être des animaux en captivité. Notamment, les recherches actuellement se concentrent sur les primates. Nous avons eu dans les précédents résultats travaillé sur deux principales espèces, dont les patas et les babouins, qui sont en captivité dans les eaux du Cameroun, principalement le zoo de Garoua, qui est une ville dans le nord du Cameroun. Alors, il s'agit de passer un peu à un cap supérieur de l'enrichissement environnemental sonore. Parce que là, on se rend compte que les animaux en captivité n'ont pas beaucoup d'options, surtout les conditions de conservation dans les eaux du Cameroun ne sont pas optimales. Alors, avec de la zoomusicothérapie, on essaye premièrement de leur apporter un environnement un peu plus paisible, secondairement, de construire autour d'eux une espèce de richesse sonore qui les ramènera un peu vers leur milieu
naturel. Et là, on s'est rendu compte avec les résultats que ça permet de réduire de manière vraiment significative le stress, incluant les stéréotypes et des comportements vraiment stéréotypés. Donc, actuellement, nous avons fini les parties expérimentales, nous avons évalué les effets et la suite des travaux, justement, consistera à déterminer si l'application de la zoomusicothérapie sur les animaux en captivité permet des meilleures conditions de réintroduction dans la nature. Donc, c'est là où nous en sommes actuellement. On a hâte d'avoir ces résultats-là et surtout de voir quels sont les effets en réintroduction. Mais en musique, on est d'accord, vous ne leur jouez pas du Mozart, vous les mettez en condition comme s'ils étaient dans leur milieu naturel, c'est ça? Donc des bruits de fond, des bruits de... Qu'est-ce que vous jouez concrètement comme musique pour ces animaux? Oui, plus concrètement, ce que nous avons pu observer comme résultat justement des travaux et ce qui faisait beaucoup plus d'effet, c'était notamment, oui, des bruits de fond, mais accompagnés des musiques pour images. Les musiques pour images qui sont des musiques de films qui ont cette particularité-là d'être pleines d'émotions et de la manière dont c'est écrit, c'est composé, donne... comment dire, des sortes de visualisations imagées, en fait. Alors, à ces musiques, on y ajoute des bruits de fond, ça peut être des bruits des prédateurs, ça peut être des bruits d'eau, ça peut être des bruits d'oiseaux et tout le reste, mais des bruitages de nature, en fait, de manière complète, qui leur permet de se sentir non seulement apaisés par l'effet musicothérapeutique de la période musicale que l'on aura utilisée, mais aussi de se sentir chez eux, je vais dire ça comme ça, avec les bruitages de la nature en fond. Donc, c'est vrai, nous avons aussi essayé du Mozart et de la musique classique de manière générale, mais les résultats n'étaient pas aussi significatifs qu'avec de la musique pour image. Donc de la bande originale de film, c'est ça? Oui, oui. Wow. Et quel film? Qu'est-ce que vous jouez? Bon, on se concentre beaucoup plus sur des bandes originales, surtout des périodes de certaines bandes originales qui sont vraiment apaisantes, douces, qui ne vont pas brusquer les animaux aussi. Parce que certes, on a souvent aussi des bandes originales qui sont assez bruyantes, assez actives, avec des tempi assez rapides. Mais là, on se concentre vraiment sur ce qui est calme, sur ce qui est doux, sur ce qui peut facilement accepter une association de ce bruitage sans avoir à altérer l'effet musicothérapeutique derrière. Et comment vous évaluez les effets? Est-ce que c'est sur le comportement des animaux? Comment, entre eux, leur comportement général? Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous évaluez les effets? Oui, l'évaluation des effets se fait de deux manières principalement. Premièrement, c'est comportemental d'abord, parce que justement, dans les eaux du Cameroun, les animaux ont beaucoup de comportements atypiques et développent beaucoup de stéréotypes. Déjà que les conditions de conservation, comme je le disais, ne sont pas optimales. Alors, on se retrouve avec des animaux qui sont en permanence stressés et qui parfois peuvent devenir soit léthargiques carrément, soit agressifs. Donc, l'objectif est vraiment de les mettre dans des conditions meilleures. Et cette évaluation, premièrement comportementale, se fait par l'étude du comportement en situation de zoomusicothérapie. On fait une étude avant, on fait une étude pendant, on fait une étude après. Bon, maintenant, la particularité avec la zoomusicothérapie, c'est que c'est pas comme l'enrichissement sonore environnemental, qui lui est permanent. On peut le mettre on peut mettre dans leur environnement des bruits pendant tout le temps, non. Ici, la zoomusicothérapie, c'est vraiment un but thérapeutique et qui se fait à des périodes précises et on espère justement un changement comportemental sur le long terme en évitant d'appliquer la musique tout le temps. Vous savez, ce sont des zoos aussi et on ne peut pas mettre la musique permanemment. Il y a des visiteurs, il y a des activités autres et tout. Donc, le deuxième moyen, c'est par des analyses biochimiques.
nous procédons justement par des dosages, bien sûr par des méthodes non invasives, notamment la salive et les fécès, les urines, dans lesquelles nous dosons des hormones qui nous permettent d'évaluer, par exemple le cortisol, qui nous permet d'évaluer les taux et ça permet de définir l'état de stress dans lequel les animaux sont. Donc, on fait des comparatifs entre avant, pendant et après la zoomusicothérapie. Et depuis combien de temps donc ces primates, comme tu disais, dans la majorité des cas, depuis combien de temps ils sont en captivité? Depuis combien de temps ils sont en captivité? Depuis combien de temps est-ce que vous faites ces expériences sur ces animaux? Bon, combien de temps ils sont en captivité? C'est vrai que c'est très varié. C'est très varié parce que je dirais chacun arrive à son moment, mais ils sont majoritairement logés ensemble. Donc, actuellement, sur le terrain, nous avons des animaux qui sont en captivité. Le plus vieux est en captivité depuis 2017, par là. Et le plus récent, je crois qu'il y a à peine 9 mois par là qu'il est arrivé aux zoo. Ce sont principalement les animaux qui sont repris des mains des braconniers dans les parcs ou dans des forêts et on les ramène généralement pour les remettre sur pied, mais après ils y demeurent parce que justement la réintroduction n'est pas encore vraiment développée ici, surtout concernant la gestion des eaux publiques. En fait. Donc, mais nous menons cette travaux justement depuis un peu plus d'un an. Nous avons commencé par des observations justement pour essayer d'évaluer, parce que le tout premier travail était l'évaluation du bien-être d'abord. On a essayé d'évaluer en fonction de ces résultats. Nous avons cherché des méthodes qui pourraient nous permettre d'améliorer cela. Au début, nous avons pensé à tous les enrichissements qui ont déjà été développés, côté logement, côté alimentaire, côté expérience positive. Mais là, bon, étant une petite organisation nationale, nous avons justement manqué de fonds pour pouvoir continuer cela. C'est pour ça que nous nous sommes axés vers ce qui pourrait avoir des résultats à moindre coût. Donc, actuellement, comme je disais, nous avons déjà évalué l'effet comportemental et l'effet biochimique. Et avec les moyens, en fonction des moyens que l'on aura, on pourra expérimenter sur la réintroduction, là qui prend beaucoup plus de temps et surtout de ressources pour pouvoir les suivre après réintroduction, étudier aussi leurs habitudes et leurs comportements à l'intérieur de leur milieu naturel. Et est-ce qu'il y a un indicateur spécifique que vous observez pour déterminer quand un individu est prêt à être réintroduit dans son environnement naturel? Bon, actuellement, c'est vrai que c'est pas encore arrêté parce que nous sommes dans des phases expérimentales, mais on se concentre beaucoup plus sur le budget temps. Le budget temps de chaque animal qui est en fait la répartition pendant toute une journée de ces différentes activités. Chaque espèce a un budget temps dans son milieu naturel. Du coup, nous, en conservation ex situ, lorsque l'effet musicothérapeutique rapproche un peu plus le budget temps de notre animal en captivité vers le budget temps qui serait dans son environnement naturel, alors on se dit, OK, celui-ci peut être prêt à une première réintroduction, ce qu'on fait généralement, enfin, ce qu'on fera parce qu'on n'a pas encore commencé cette phase justement, c'est de commencer par des parcs d'abord où on est sûr qu'au moins ils sont toujours dans un contexte protégé pour ne pas que l'agressivité, qu'elle soit anthropique ou alors des autres congénères de la même espèce ou des prédateurs ne soient pas un peu trop pressantes en fait. D'accord. Est-ce que vous pensez appliquer cette technique à d'autres espèces animales aussi, ou vous vous concentrez que sur les primates pour le moment? Pour le moment, nous ne nous concentrons que sur les primates, mais nous pensons pouvoir expérimenter sur d'autres espèces, principalement des carnivores, parce qu'un des autres problèmes aussi dans les conservations ex situ ici au Cameroun, c'est que
les carnivores sont beaucoup plus exposés. Donc, nous avons des lions, des hyènes principalement, qui actuellement sont quasiment en train de perdre leur nature sauvage en fait. Or, si on pense à une réintroduction, il faudrait déjà pouvoir réparer cela. Donc, les primates ne sont que la phase expérimentale pour des raisons justement scientifiques et de proximité avec les humains. Donc, mais avec les résultats qu'on a eus, on se dit qu'on pourrait répéter les expériences sur d'autres espèces prochainement. Et donc, ça me semble aussi applicable à d'autres régions. C'est une technique, c'est une recherche pour le moment, mais j'imagine que c'est applicable à d'autres régions aussi, d'autres régions où le braconnage fait ravage et les animaux sont sauvés des mains des braconniers et doivent passer par une phase de préparation avant d'être réintroduits pour ne pas les envoyer directement à leur propre perte. Est-ce que vous travaillez justement avec d'autres régions pour appliquer cette méthode, ou est-ce que vous êtes en recherche, mais est-ce qu'à l'avenir, c'est quelque chose que vous envisagez? Oui, à l'avenir, c'est ce que nous envisageons parce que justement, comme je disais, la première phase dans cette expérimentation, c'est l'évaluation du bien-être. Alors, au Cameroun, déjà, nous avons 3 zoos publics principalement. Alors, les évaluations du bien-être ont déjà eu lieu dans les 3. Parce que nous avons commencé justement par celui de Garoua, qui est au nord. Nous avons celui de Vokpeti, qui est à Yaoundé, dans la capitale, au centre. Et puis celui de Limbé, qui est dans le sud-ouest du pays. Donc, nous avons déjà fait des évaluations environnementales. Et les résultats que nous avons eus à Garoua précédemment sont vraiment encourageants et ça nous booste à pouvoir implémenter cela déjà aussi dans les autres zoos des autres régions du pays. Maintenant, avec l'implémentation dans d'autres régions, on entend bien pouvoir avoir d'autres partenaires, même à l'international, parce que nous aimerions justement internationaliser cette méthode pour pouvoir généraliser l'amélioration du bien-être selon cette méthode-là, qui vraiment n'est pas coûteuse. C'est extrêmement intéressant et on a hâte d'en savoir plus sur les prochaines étapes de ces recherches, de la réintroduction. Là, on est bien en phase de pré-réintroduction, si on peut appeler ça comme ça. Et en tout cas, on attend avec hâte d'entendre, d'avoir les résultats, de voir si ça marche, si les animaux, comment ils s'adaptent une fois réintroduits et une fois qu'ils rencontrent leur congénère, si on peut dire ça comme ça, dans la nature. Merci Frédéric, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour nos auditeurs, pour les encourager à aussi s'investir comme tu le fais dans la conservation? Oui, merci. Merci déjà Madeleine pour cette opportunité. Alors, déjà pour les auditeurs, la conservation, c'est une affaire de tous d'abord. Chaque action, chaque geste, aussi infime pourrait-il paraître, a un effet à grande échelle. Donc, du coup, conserver, c'est pas forcément aller dans les forêts, c'est pas aller dans les parcs, c'est aussi simplement adopter des attitudes respectueuses de l'environnement dans lequel les hommes et les animaux vivent. Donc, chacun à son niveau peut s'engager dans la conservation sans même voir ses emplois de temps bousculés ou ses activités pressées et tout le reste. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à s'y mettre afin que chacun puisse bénéficier des biens de la nature, des hommes comme des animaux. Merci encore, Madeleine. Merci, Frédéric. Au revoir. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.